Ici Jean-Philippe Trottier, nous poursuivons le Midi Actualité sur les ondes de Radio Ville-Marie. Il est actuellement midi et presque 36 minutes. Alors, badaboum, petit coup de tonnerre en février dernier. Le fils de celui qui a façonné notre Canada moderne préférerait vivre dans un Québec indépendant que dans un Canada à la sauce trop Harper. Justin Trudeau aurait-il effectivement cherché à tuer son père Pierre Elliott au sens où l'entendent les psychanalystes en adoptant une posture nationaliste que le père avait combattu bec et ongle? Le point avec Mathieu Bock-Côté qui a écrit un texte dans le blog du Journal de Montréal. Mathieu Bock-Côté, bonjour. Bonjour. Alors, le titre de votre texte, c'est Trudeau le séparatiste, non merci. C'est vous qui dites non merci? Oh, c'est moi qui dis non merci, très certainement. Pourquoi donc? Eh bien, lorsque Trudeau, le fils, lorsque Justin Trudeau décide, en fait, fait cette déclaration un peu surprenante, comme quoi il préférerait se rallier au camp souverainiste, à l'indépendance du Québec, plutôt que vivre dans le Canada de Harper, eh bien, immédiatement, des souverainistes s'enthousiasment et disent, voilà une confirmation de plus que le Canada tel qu'il se transforme n'est pas véritablement le pays des Québécois. Et si même Justin Trudeau est prêt à se rallier au camp souverainiste, c'est que nous sommes probablement aux portes du pays. Oui, c'est une analyse qu'on pourrait faire, effectivement, oui. C'est une analyse que certains ont fait et que je ne fais pas. Et j'ai cherché à expliquer, à comprendre pourquoi cette déclaration de Trudeau est symptomatique de certains problèmes politiques, certains plus fondamentaux, d'autres plus circonstanciels. Certains fondamentaux, c'est la vision que les trudeauistes peuvent avoir d'un pays. Qu'est-ce que c'est un pays? Qu'est-ce que c'est une communauté politique pour les trudeauistes? Oui. Et plus circonstanciel, mais ça nous en disait beaucoup, je crois, sur ce qui est devenu le projet souverainiste au fil des années, c'est-à-dire un projet politique de moins en moins nationaliste au sens historique, identitaire et culturel du terme, et de plus en plus la poursuite du progressisme par d'autres moyens. Donc le souverainisme ne serait plus finalement que le vecteur d'un projet progressiste qui pourrait être celui de Trudeau comme il pouvait être celui d'André Boisclair et ainsi de suite. Donc cette déclaration de Trudeau nous en disait finalement beaucoup sur la culture politique qui est la nôtre. Ce n'était pas qu'une déclaration insignifiante, je dirais. C'est une déclaration qui nous en disait sur notre manière de définir ce qu'est la politique, ce qu'est le politique, ce qu'est le Canada, ce qu'est le Québec aujourd'hui. Vous reprenez un peu un des grands propos de votre livre sorti récemment aux éditions du Boréal, fin de cycle. Et vous faisiez cette analyse du Parti québécois et également du Bloc québécois qui, après 1995, avait abandonné son discours nationaliste pour un discours axé sur les valeurs NPD, progressistes, inclusives, multiculturalistes. Oui, mais voilà, c'est-à-dire la question la plus fondamentale est la suivante. Est-ce que le projet souverainiste a pour vocation de constituer la vieille nation historique enracinée, francophone, majoritaire ici, en étant indépendant? Ou est-ce que la souveraineté n'est que le vecteur d'un projet de société progressiste? Si tel est le cas, et je souligne que les souverainistes se définissent de plus en plus ainsi, se sont définis à tout le moins dans l'espace public, de plus en plus de cette manière, eh bien c'est comme si le fond nationaliste n'est plus visible dans l'espace public. Et il s'est à ce point évaporé, il est à ce point occulté, si on préfère, qu'un homme comme Trudeau, lorsqu'il regarde le Québec que proposent les souverainistes, ne voit pas d'abord un Québec qui s'inscrirait dans un projet nationaliste, mais voit d'abord un projet qui s'inscrirait dans une perspective progressiste. Mathieu Bock-Côté, est-ce que les souverainistes du Québec se sont trudeauisés en un sens? Je parle de Pierre Elliott, pas de Justin. Eh bien voilà, c'est-à-dire c'est une thèse que j'ai défendue, que d'autres ont défendue aussi, c'est-à-dire la trudeauisation du souverainisme. Et comment peut-on la définir? Eh bien, Trudeau, à l'origine, Trudeau est un personnage détesté, il faut bien le dire, je parle du père au Québec, presque maudit au Québec. Par tout le monde, vous êtes sûr de ça? Auprès d'une majorité de Québécois, Trudeau n'a pas bonne réputation. Ça demeure encore celui qui a imposé aux Québécois un ordre constitutionnel qui est fondé sur leur négation. Trudeau, à partir des années 50, mais toute son œuvre politique, on la connaît à partir d'une critique du nationalisme canadien, français et québécois. Trudeau est un antinationaliste québécois. Ce qu'on a oublié souvent, c'est que Trudeau est aussi un antinationaliste canadien-anglais. C'est vrai. Trudeau propose une critique viscérale du nationalisme canadien-anglais. Et que propose-t-il finalement? Trudeau dit « Je vais constituer le Canada en transcendant, en dépassant, en abolissant ces deux peuples fondateurs. » Donc le Canada historique, qui était le pays de ces deux peuples fondateurs,
on va le mettre de côté et on va refonder le Canada comme un pays utopique, si je puis dire. Et sur quelle base? C'est-à-dire c'est un Canada Dream, si je peux me permettre. Oui. Donc, fondé sur l'égalité des provinces, le multiculturalisme, l'hégémonie des droits individuels, et tout ça sous le signe de la Charte des droits. Donc, le Canada ne se définit plus comme un pays historique, mais comme une utopie progressiste. Il y avait quand même le bilinguisme d'un océan à l'autre. Bon, c'est quand même... Le bilinguisme, c'était la trace restante du Canada historique. Et qui a quand même comme donné un sérieux coup de pouce aux francophones hors Québec. Oui, mais qui au même moment liquidé les pouvoirs de l'Assemblée nationale sur le plan linguistique. Donc, c'est un bilinguisme individuel, mais qui ne tenait pas compte des collectivités. Oui. Or, ce qu'on peut voir du projet de Trudeau là-dessus, c'est que c'est le projet d'un Canada qui se fonde sur la négation de son histoire. C'est ce qui fait en sorte qu'un type comme Jacques Attali en France, l'intellectuel français Jacques Attali, va dire du Canada que c'est le laboratoire de l'utopie à venir. C'est-à-dire, voilà la preuve qu'un pays peut se déprendre de son histoire et se reconstituer comme une communauté politique post-historique, post-traditionnelle, fondée seulement sur le respect des droits et l'utopie du progrès humain. Eh bien, ce qu'on voit 40 ans après le trudeauisme, finalement, c'est que le Canada anglais, s'il avait été refoulé, occulté, mis de côté, le Canada anglais, aujourd'hui, se redécouvre. Il redécouvre son identité. Un des signes parmi d'autres de ça, c'est la revalorisation de l'héritage monarchiste, dans tous les bibelots monarchistes qui sont remis de l'avant. Le Canada anglais redécouvre son identité, mais non pas sous le signe des deux peuples fondateurs, mais sous la vieille forme de l'hégémonie britannique, anglo-saxonne, ou à tout le moins anglophone. Trudeau, dans ce portrait, ne voit pas vraiment le côté britannique, si je peux dire, ou le vieux côté, l'arrogance anglo-saxonne. Il ne voit qu'un virage à droite. Et puisque pour Trudeau, un pays, là, on parle ce n'est pas une communauté d'histoire et de culture. Là, je parle du jeune Trudeau. Du jeune Trudeau, oui. C'est pas l'histoire et la culture, ce n'est qu'une utopie, c'est une idéologie. Pour lui, l'identité d'un pays n'est pas culturelle, elle est idéologique. Eh bien, il se dit, je vais me tourner vers le Québec. L'utopie trudeauiste, l'utopie de mon père Trudeau, ne trouve plus de place à Ottawa, mais peut-être le Québec pourrait-il être un espace d'accueil, le dernier repli du Canada trudeauiste. Alors, étrange paradoxe où pour le jeune Trudeau se rallie pour 15 minutes à l'idée d'indépendance. Pourquoi? Parce qu'il voit que le Québec pourrait être le dernier bastion du Canada progressiste. Et c'est d'ailleurs présent dans le discours souverainiste, vous verrez, c'était présent dans le discours du Bloc, lorsque le Bloc nous disait, lors de la dernière élection fédérale, nous sommes les défenseurs du Canada progressiste. Le Bloc ne se présentait plus comme le défenseur d'une vision de l'autonomie du Québec, il se présentait comme le défenseur d'une vision plus progressiste du Canada. Mais Mathieu Bocoté, il y a quand même quelque chose qui me dérange un petit peu dans tout ça. J'ai l'impression, est-ce que vous pensez vraiment que Justin Trudeau a fait a dit cette phrase c'était un pavé dans la mare ou c'était mûrement réfléchi? J'ai l'impression souvent que les gens se sont emparés d'un nonos pour ensuite discuter ad nauseam sur cette question-là. Est-ce que Justin Trudeau avait ça en tête? De lancer un tel... Le travail de l'analyse politique, c'est de dégager le sens des déclarations, des propos, des idées. Oui, mais c'est-à-dire, est-ce que chaque personne en politique n'est pas un théoricien du politique, heureusement. Oui, sinon, on irait nulle part. Mais ça ne veut pas dire que ça ne fait pas sens. Qu'est-ce qui fait, par exemple, qu'un discours électoral va être capable de rejoindre certaines catégories de la population, ne va pas en rejoindre d'autres? C'est parce que la population, même si elle ne fait pas de la politique à temps plein, évolue dans un imaginaire politique, baigne dans certaines références politiques, médiatiques, historiques, culturelles, idéologiques. Et ces choses font sens. Et si on veut faire un bon travail d'analyse politique, c'est qu'il faut se tourner vers l'actualité et ne pas y voir que l'éphémère, mais toujours comprendre ce qui, dans l'actualité, nous en dit sur le fond des choses. Mathieu Bocoté, si je vous comprends, les propos de Justin Trudeau seraient symptomatiques d'une réalité plus profonde. Bien sûr, mais voilà, c'est comme ça que je les ai interprétés. D'accord. Et je remarque, soit dit en passant, que ces propos-là s'inscrivaient dans un espèce de contexte il y a quelques semaines, mais qu'on voit depuis l'élection des conservateurs, où on nous dit comment penser la différence québécoise dans le Canada contemporain. Oui. Pendant longtemps, on disait le Canada anglais, le Québec français. On a oublié ce langage-là parce qu'il n'était pas assez à la mode, il n'était pas assez progressiste, il n'était pas assez politiquement correct. Et on a décidé dans le Québec post-référendaire, on s'est mis de plus en plus à référer au Québec progressiste, mais il y avait une faiblesse là-dedans parce que le Canada des libéraux n'était pas plus conservateur que le Québec d'une certaine manière. Mais avec l'arrivée des conservateurs à Ottawa, on pense désormais la différence québécoise sur le mode suivant, le Canada conservateur et le Québec progressiste. Et on devrait se séparer du Canada finalement pour des raisons qui relèveraient de l'idéologie du moment. Mais la question que j'ai posée et que je pose souvent ces temps-ci à mes amis souverainistes, eh bien,
c'est la suivante. Qu'est-ce qu'on fait si le NPD arrive au pouvoir à Ottawa? Si le NPD arrive au pouvoir à Ottawa, si une coalition arrive au pouvoir à Ottawa progressiste, est-ce que d'un coup l'indépendance est moins nécessaire? Est-ce que l'indépendance perd en valeur parce que le gouvernement à Ottawa serait d'un coup un gouvernement progressiste? Mon avis, non, mais ça nous amène à redécouvrir les fondements de la critique du Canada, qui ne doit pas être une critique des valeurs d'un gouvernement circonstanciel, mais une critique du régime, une critique de la marginalisation démographique, politique, identitaire du Québec dans le Canada, une critique du régime de 82. Autrement dit, nous devons redécouvrir une critique du Canada qui n'est pas accrochée aux idéologies circonstancielles des gouvernements. Mathieu Bock-Côté, je soupçonne une chose. Si vous étiez né au Canada anglais et que vous étiez un anglophone, avec les idées que vous avez, vous auriez voté pour Diefenbaker, j'imagine. Parce que lui est un nationaliste canadien-anglais, non pas à la sauce Harper, mais c'était la première tentative de nationalisme canadien-anglais. Oui, c'est très très juste. C'est une excellente analyse. C'est-à-dire, Diefenbaker représente la tentative de formulation d'un nationalisme canadien-anglais. Mais regardez ce qui va suivre Diefenbaker. Le Parti conservateur, après Diefenbaker, s'ouvre pendant une trentaine d'années à la théorie des deux nations. Il devient progressiste aussi, hein? Oui, bien sûr, c'est qu'il y a deux traditions conservatrices au Canada anglais dans la définition du Canada. Il y a la tradition de l'hégémonie britannique, l'hégémonie anglophone, qui est aujourd'hui réactivée par le Parti conservateur à Ottawa. On le voit avec l'unilinguisme anglais et ainsi de suite. Et il y a une autre tradition qui est en dialogue avec le Québec, et c'est la tradition des deux peuples fondateurs. Pendant 30 ans, le Parti conservateur a été ouvert, avec Stanfield, avec Mulroney, avec Joe Clark, a été ouvert d'une manière ou d'une autre au dialogue avec le Québec. Aujourd'hui, le Parti conservateur sait que le Québec existe, mais ne veut plus s'entendre avec lui, se contente de le mépriser. Et c'est pour ça que je dis récemment que les conservateurs sont passés de la discussion au mépris avec le Québec là-dessus. Mais reste à savoir comment penser le rapport à ce Canada qui se redéfinit. Lors de la dernière élection fédérale, il y avait quelque chose d'assez étonnant. Dans les journaux canadiens-anglais, on s'est mis à célébrer la chose suivante le lendemain des élections. Le Canada anglais n'avait plus besoin du Québec pour élire un gouvernement majoritaire. C'est vrai. Si le Québec ne s'était pas libéré du Canada, le Canada anglais, lui, s'était libéré du Québec. Il parvenait à liquider la question nationale et finalement, il aura fait un usage historique et circonstanciel du trudeauisme. Le trudeauisme aurait servi à remettre le Québec à sa place, une province sur 10 dans un Canada fondé sur la négation de ces deux peuples fondateurs. Mais aujourd'hui, le Canada anglais, une fois qu'il a liquidé la question du Québec, redécouvre finalement sa personnalité historique. Mais les Québécois, parce qu'ils ont perdu depuis longtemps l'usage du langage de l'histoire, de la politique véritable, le langage des intérêts fondamentaux, le langage de la démographie, eh bien, les Québécois ne sont plus capables de penser la critique du régime canadien, la critique du Canada, si je peux me permettre, autrement que sur le registre de l'idéologie circonstancielle. Et ça nous ramène à la déclaration de Trudeau. Eh bien, si Trudeau est prêt à changer de pays au gré des gouvernements, eh bien, ça nous en dit beaucoup sur la carence fondamentale, la carence existentielle du trudeauisme. Le trudeauisme fondait la politique non pas sur l'histoire, mais sur l'utopie. C'est un vrai problème. D'ailleurs, vous le dites, Mathieu Bock-Côté, dans votre texte, le Canada de Trudeau, et c'est une formule un petit peu, un peu cinglante et forte. Le Canada de Trudeau n'était justement que cela, une construction idéologique. Il y a quand même beaucoup de gens qui sont bien contents, notamment les femmes, dont on fête aujourd'hui la journée, qui, grâce aux chartes, ont fait d'énormes progrès, les homosexuels, les immigrants, tout ce qui est, si vous voulez, comment dirais-je, entre guillemets, minoritaire. Tout n'est pas mauvais dans le trudeauisme. Un instant. L'émancipation des femmes, l'émancipation des minorités sexuelles ont eu lieu partout en Occident, si je puis dire, mais dans ici, un contexte national. Je veux bien, mais ici, le levier était la charte. Un instant, c'est que la charte, l'émancipation, ce qu'on a pu voir partout dans le monde, c'est que l'émancipation culturelle, sociale, identitaire des minorités sexuelles ou culturelles, et ainsi de suite, ou tout simplement des groupes plus marginaux, a eu lieu. L'originalité du Canada, c'est que cette émancipation, on ne s'est pas contenté de cette émancipation légitime, on a décidé de constituer un pouvoir politique qui venait nier la majorité, qui venait nier l'historicité du pays, son expérience historique. C'est le gouvernement de la Charte, parce que qu'est-ce que nous dit la Charte? Elle nous dit les revendications identitaires, les revendications marginales, les revendications minoritaires ne doivent plus être pensées politiquement, mais doivent être pensées dans le langage des droits fondamentaux. Donc il n'y a plus de discussion possible du multiculturalisme, il n'y a plus de discussion possible des droits des minorités, comme on dit. Tout doit se penser sous le signe des droits fondamentaux, donc des juges qui assurent la protection de ces droits fondamentaux. Et quant au pouvoir politique, on le considère comme résiduel ou excédentaire. On traite encore le Parlement avec un minimum d'égards parce qu'il est là,
ou encore on se dit, bon, c'est une vitrine pour le débat public, mais le vrai pouvoir doit être déménagé vers la charte. Et on peut parfaitement être favorable aux droits des groupes que vous avez évoqués, sans souhaiter la sacralisation de la charte des droits. Et n'oublions jamais que le trudeauisme, ce n'est pas que la sacralisation de la charte, c'est le remplacement de l'identité historique d'un Canada binational par la charte qui prétend finalement constituer un nouveau pays. Voilà pourquoi j'ai déjà dit qu'il y a 3 peuples au Canada finalement. Il n'y en a pas 2. Il y a les Québécois, il y a les Canadiens anglais et il y a les Canadiens de 1982. Et que dites-vous du million de francophones hors Québec? Il y a les Acadiens, c'est un peuple aussi, non? Oui, mais ça, c'est la vieille trace du Canada français, si je puis dire. Les Acadiens sont un peuple, on pourrait nommer d'autres groupes qui ont une prétention nationale, mais disons que les nations fondatrices, les nations qui ont constitué le pacte politique canadien, je parle des peuples fondateurs et non pas des peuples sur qui l'histoire qui ont été laissés un peu en marge de l'histoire finalement. Les peuples fondateurs du Canada comme entité historique, comme communauté politique, ce sont appelons ça les 2 peuples canadiens français et canadiens anglais, mais la spécificité du peuple canadien français, c'est d'être localisé principalement au Québec et de disposer au Québec d'une existence politique pleine et entière. Et d'un État propre. Mathieu Bock-Côté, malheureusement le temps nous file entre les doigts. Je vous remercie infiniment. Je vous donne rendez-vous dans une semaine. Avec grand plaisir. Merci infiniment. Au revoir. C'était Mathieu Bock-Côté qui avait écrit un texte dans le blog du Journal de Montréal intitulé « Trudeau le séparatiste, non merci ».